Voilà, donc, paragraphe suivant, ceux qui nient que la nature agisse en vue d'une fin. Donc, en fait, c'est tous les philosophes matérialistes de l'Antiquité et matérialistes modernes, évolutionnistes, scientistes et en fait, toute la science, actuelle qui nie absolument que la nature agisse en vue d'une fin. Les choses sont ce qu'elles sont et on ne peut pas les connaître. Depuis Descartes, les sens nous trompent, donc on ne peut pas définir que les choses agissent en vue d'une fin, puisqu'on ne peut rien connaître des choses. Et la façon la plus radicale d'éliminer la finalité dans les choses qui changent, qui bougent, c'est de dire on ne peut rien connaître de ces choses, donc c'est terminé. On ne peut pas plus connaître une cause qu'une autre, on ne connaît rien en dehors de notre propre pensée. La nature, dit Aristote, agit en vue d'une fin, et dans certaines choses, la nécessité ne vient pas des causes antérieures dans l'être, c'est-à-dire de la cause matérielle et de la cause efficiente, qui sont antérieures à la forme achevée, qui est la fin du changement. Donc les causes antérieures, les causes qui précèdent, sont la cause matérielle et la cause efficiente. Donc la nécessité ne vient pas de ces causes antérieures, elle vient des causes postérieures, que sont la cause formelle et la cause finale. En vue de montrer cette proposition, Aristote fait deux choses. Il propose son intention et en deuxième, il poursuit en démontrant son propos. En premier lieu, Aristote dit que la nature est au nombre des causes qui agissent en vue d'une fin. Et cela s'applique à la question de la providence. Car, ça c'est saint Thomas qui parle, hein. Ce que dit Aristote à propos de la fin, à propos des choses qui agissent en vue d'une fin, s'applique à la question de la providence. Bien sûr que Aristote, en tant que païen, ne considère absolument pas la question de la providence. Car ce qui ne connaît pas la fin n'y tend que s'il est dirigé par quelqu'un qui la connaît, dit saint Thomas. Comme la flèche est dirigée par l'archer. L'archer, lui, connaît la fin. C'est pour ça qu'il imprime à la flèche le mouvement vers la fin, vers le but, qui est le centre de la cible. D'où, si la nature agit pour une fin, eh bien, il est nécessaire qu'elle soit ordonnée par quelqu'un d'intelligent, ce qui est l'œuvre de la providence. Dès que l'on constate objectivement la finalité des choses, la finalité des mouvements, la finalité des générations, par le fait même, nous posons l'existence de Dieu, un être intelligent qui a posé la finalité dans les choses privées d'intelligence. En second lieu, il faut dire comment intervient la nécessité dans les choses naturelles. Cette nécessité vient-elle toujours de la matière et de l'agent, ou de la cause efficiente, ou encore de la cause formelle ou de la cause finale? Il est nécessaire de poser cette question, car les anciens philosophes de la nature ont assigné aux effets naturels une cause qui était toujours la matière. Hein, rappelez-vous, un des quatre éléments, soit l'eau, soit le feu, soit la terre, soit l'air. Hein. Pour eux, la nécessité ne se trouvait que du côté de la matière. Ils ont posé que la nature n'agissait pas en vue d'une fin,
et ils ont cherché à confirmer vigoureusement leur opinion en rejetant les opérations où la nature semble principalement agir en vue d'une fin. En fait, c'est un déni de réalité. Ceux qui nient la finalité nient la réalité. Ils ne peuvent pas accepter la réalité. Dès que vous acceptez le réel, vous acceptez la finalité. Dès que vous acceptez la finalité, vous êtes obligé d'accepter l'existence de Dieu. C'est obligatoire. Donc, si on pose au commencement de toute réflexion que Dieu ne peut pas exister, vous êtes obligé de nier la finalité et par conséquent, vous êtes obligé de nier la réalité. Ce qui montre d'une façon la plus évidente que la nature agit pour une fin, ce sont les opérations qui sont toujours ordonnées à produire le meilleur ou le plus utile. Dans la nature, tout est ordonné à produire le meilleur pour la nature de la chose ou le plus utile pour la nature de la chose. Donc pour sa forme, pour sa cause formelle. Ainsi, le pied de l'homme est fait par nature pour qu'il soit apte à marcher. Et dans la mesure où sa conformation s'éloigne de cette disposition naturelle, eh bien, cela contredit, vous voyez, sa nature. Plus le pied est conforme à cette aptitude à marcher, plus il est conforme à sa nature. C'est contre cela que les anciens se sont élevés avec le plus de force. Les anciens matérialistes, les anciens atomistes, les philosophes de l'Antiquité qu'on appelait les atomistes. C'est contre cela que les anciens se sont élevés. Ils ont voulu montrer que rien n'oblige la nature à agir en vue d'une fin. Bon, ça, c'est un a priori, si vous voulez. Ce n'est pas justement l'attitude réaliste. C'est un a priori. Si quelquefois nous trouvons à un être naturel quelque utilité provenant d'une opération de la nature, cela ne signifie pas que cette utilité soit la fin de cette opération naturelle, disent-ils. Mais il arrive par hasard qu'il en soit ainsi. Ces gens-là, vous voyez, expliquent tout par le hasard. C'est la tarte à la crème. Ah ben oui, vous dites ça. Oh, on ne sait pas. C'est le hasard. Le hasard explique tout. En fait, il n'explique rien, concrètement parlant. Mais ils prétendent, pour nier la finalité, tout expliquer par le hasard. On pourrait ajouter que de telles utilités semblent toujours ou la plupart du temps se présenter et que ce qui survient toujours ou fréquemment semble être voulu par la nature. Eh bien, pour rejeter cette objection, ces philosophes matérialistes ont dit qu'au début de la constitution du monde, les 4 éléments ont été unis dans la constitution des choses naturelles. Les conformations multiples et variées des choses naturelles en résultent. Bien qu'à toutes et à chacune, quelque utilité ait pu s'en suivre, celles-là seules ont été conservées qui pouvaient servir à quelque chose comme si elles avaient été faites pour cela, comme si, mais non pas dans le but. C'est arrivé comme ça que, effectivement, certaines choses avaient une utilité, donc on les a conservées, et les autres, elles ont été éliminées. Oui, c'est ce que Darwin a repris quasiment mot pour mot dans sa théorie
de la sélection naturelle. Oui, rien de nouveau sous le soleil. En fait, Darwin n'a repris que les arguments des anciens philosophes de l'Antiquité matérialistes, hein, c'est tout. Et c'est aussi stupide chez Darwin que chez les Grecs, hein. C'est du même acabit. Cette disposition ne venait pas d'une finalité inscrite dans l'intention de l'agent, disait-il, mais elle était le fruit de ce qui est vain par soi, c'est-à-dire du hasard. Les choses dépourvues d'une telle disposition ont été détruites et elles continuent de l'être quotidiennement. Celles qui ont une utilité, eh bien, persistent. Voilà, c'est vraiment la sélection naturelle de Darwin. Maintenant, Aristote va démontrer que la nature agit en vue d'une fin. Ce qui est naturel arrive toujours ou fréquemment. Alors ça, c'est un grand principe absolument fondamental. Ce qui est naturel, ce qui est selon la nature, par définition, n'arrive pas par hasard, n'arrive pas de temps en temps. Cela arrive toujours ou le plus fréquemment. Tout ce qui est fait par nature arrive soit toujours, soit fréquemment. Nous ne disons pas que c'est par hasard qu'il pleut en hiver. Par contre, c'est par hasard qu'il fait froid en été. Tout ce qui arrive, arrive soit par hasard, soit en vue d'une fin. Le devenir de ce qui dépasse l'intention de la fin est appelé hasard, est appelé par hasard. C'est-à-dire que ce n'est pas prévu, ce n'est pas voulu, ce n'est pas organisé. Cela arrive en dehors de toute fin, de tout but. Or, il est impossible que ce qui arrive toujours ou fréquemment soit produit par le hasard. Soit c'est produit de temps en temps par hasard, soit c'est produit toujours ou fréquemment, mais c'est pas par hasard, c'est par nature. Donc, ce qui arrive en vue d'une fin arrive toujours ou fréquemment. Tout ce qui devient selon la nature se produit soit toujours, soit fréquemment. Ce que eux-mêmes ont reconnu, donc tout ce que la nature produit est produit en vue d'une fin. Tout ce que la nature produit est produit en vue d'une fin. Quelle est cette fin? Nous l'avons dit dans les exposés précédents, c'est toujours la forme achevée, la forme dans son développement achevé. Oui, ça c'est la fin, c'est le but de tous les mouvements et de tous les changements naturels. Maintenant, Aristote va montrer que ce qui est antérieur et ce qui est postérieur arrive toujours en vue d'une fin. Alors, le développement de la pensée est très progressif, oui, et il est bon que vous reveniez ensuite en arrière pour avoir la vision d'ensemble. Parce que là, quand on avance, c'est tellement partiel qu'on a du mal à voir où il veut en venir. Mais quand on a le développement complet de sa pensée, c'est absolument prodigieux. Et pour ça,
Quand on aura fini l'exposé, revenez en arrière pour comprendre la pensée complète. Ça, c'est un conseil que je vous donne parce que sinon on a du mal à suivre. Et le problème, vous voyez, c'est que dans la philosophie, c'est tellement précis que si on n'a pas la patience d'attendre le développement complet de la démonstration, on se décourage, on dit: «Moi, je comprends rien, on ne sait pas où ils vont en venir». Ah oui, non, mais parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. Et une fois qu'on a été jusqu'au bout, ça suffit pas. Il faut revenir en arrière pour comprendre toute la logique, tous les rouages de la démonstration. Donc dans le paragraphe précédent, il a montré que tout ce qui est naturel arrive toujours et fréquemment et arrive toujours en vue d'une fin. Maintenant, il va voir ce qui est antérieur, c'est-à-dire ce qui est avant, ce qui est premier, et ce qui est postérieur, c'est ce qui arrive en second ou à la fin. Pour tout ce qui a une fin, ce qui est antérieur, de même que les conséquences, tout cela est produit en vue de la fin. Cela étant supposé, il argumente de la façon suivante. Si quelque chose est naturellement produit, c'est qu'il est apte, par nature, à être produit ainsi. Si le chêne est produit, c'est que le gland, au départ, qui est antérieur, le gland est antérieur au chêne adulte. Mais le gland est apte par nature à produire un chêne. Sinon, ça ne produirait jamais un chêne. Oui. Tu vas me dire, une fois, mais oui, bon, vous nous déballez des évidences. Non, mais oui, c'est des évidences. Bien sûr que ce sont des évidences. Et tant mieux que vous compreniez que ce sont des évidences. C'est vrai que votre intelligence fonctionne bien. Mais au-delà de l'évidence, cela va avoir des conséquences qu'il va falloir comprendre par la suite. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les évidences. Les évidences portent en elles-mêmes, en germe, si vous voulez, des développements qui ne sont pas évidents. C'est ça qui est important. Ce qui a l'aptitude inhérente à être produite ou à être produit est naturellement produit. Parce que la nature est une aptitude inhérente à la chose. Et l'aptitude à être un chêne est inhérente, c'est-à-dire elle est dedans le gland. Dans le gland, il y a cette aptitude à produire un chêne. Mais il faut cependant ajouter une condition, à moins que quelque chose ne l'en empêche. Ah bah évidemment, si des circonstances extérieures exceptionnelles, type sécheresse par exemple, ça nous concerne, c'est notre quotidien, on est tout à fait euh, concerné par la chose. Admettons qu'il n'y ait pas d'eau. Votre gland a beau avoir l'aptitude à devenir un chêne, s'il n'y a pas d'eau, il ne deviendra jamais un chêne. Il n'atteindra pas sa fin, en fait. Admettons donc d'abord, ce qui ne souffre aucune exception, que lorsque quelque chose est naturellement produit, il a l'aptitude inhérente à être ainsi produit. Mais ce qui est naturellement produit est ainsi fait qu'il est incliné à une fin, à un but, c'est la forme achevée. Cette chose avait donc l'aptitude inhérente à ce qu'elle soit ainsi produite en vue d'une fin. Cette aptitude désigne l'appétit de la nature pour la fin, ou encore elle signifie que la nature a une aptitude naturelle à la fin. Il est donc manifeste que la nature agit en vue d'une fin. On parvient à ce qui est postérieur dans l'art ou dans la nature en partant des principes antérieurs.
on arrive à la forme et à la fin en partant de la matière et de la cause efficiente. Ainsi, si un objet artificiel, comme une maison par exemple, était produit par la nature, eh bien, cette maison serait produite selon l'ordre par lequel, de fait, l'art de l'architecte l'a produit. C'est-à-dire que d'abord, la nature creuserait les fondations, puis ensuite érigerait les murs, et enfin poserait le toit. Car c'est bien de cette façon que la nature procède dans la génération des êtres rivés en terre, c'est-à-dire les plantes. La nature commence par faire pousser en profondeur les racines, qui sont en quelque sorte leur fondation, puis le tronc s'élève à la manière d'un mur, et enfin les feuilles culminent à la manière d'un toit. De même, si ce qui est produit par la nature était produit par l'art, le mode de production serait conforme à l'aptitude naturelle selon laquelle ces choses peuvent devenir. Donc, en fait, ce que veut dire Aristote, c'est que la façon de faire des hommes est copiée sur la façon de faire de la nature. L'homme, voyant comment la nature fonctionne, il fonctionne de la même façon pour pour ses propres œuvres, pour ses propres actions, pour ses propres constructions. De même, ce qui est produit par la nature était produit par l'art. Si ce qui était produit par la nature était produit par l'art, le mode de production serait conforme à l'aptitude naturelle selon laquelle ces choses peuvent devenir. Par exemple, pour la santé, il arrive qu'elle soit produite par l'art ou par la nature. L'art du médecin, c'est-à-dire la connaissance des médicaments pour guérir, hein. Mais la santé peut arriver aussi par la nature, c'est-à-dire en ne faisant rien, surtout en arrêtant de manger, c'est-à-dire par le jeûne, on arrête de manger et le corps se répare tout seul. Oui. Euh, le jeûne, c'est le médicament qui coûte le moins cher à à la sécurité sociale, vous voyez. Seulement, ça ne fait pas marcher les laboratoires. Mais le corps sait très bien se réparer tout seul. Et il suffit d'arrêter de le nourrir et il va se réparer lui-même. Mais si le corps est trop faible, c'est-à-dire qu'il y a des malades qui sont tellement faibles qu'ils ne peuvent pas jeûner, alors à ce moment-là, il y a besoin de médicaments, il y a un besoin d'un soutien extérieur pour aider le corps à faire le travail. Donc soit l'art médical, soit la nature. Dans la nature, une chose est en vue d'une autre. C'est-à-dire que les choses antérieures sont en vue des choses postérieures, comme dans l'art humain. Et pour ce qui est de la santé, j'ai sauté une phrase, il arrive qu'elle soit produite soit par l'art, soit par la nature. Comme la nature guérit, ainsi en est-il de l'art médical. Le médecin va suivre le processus naturel de la guérison pour, si vous voulez, donner le bon médicament qui va aider la nature dans le processus.
mais il ne peut pas aller contre la nature. S'il va contre la nature, cela provoque des dégâts collatéraux, comme on dit, des effets secondaires qui peuvent être extrêmement, graves. C'est toute la différence entre une médecine naturelle, oui, qui va respecter les processus de la nature, et une médecine chimique qui, va, ne tenir aucun compte des processus de la nature et qui va même détruire une partie, si vous voulez, soit d'un organe, soit de cellules, et cetera, et qui va entraîner des effets secondaires parce que justement, c'est violent dans le sens où ça ne tient pas compte du processus naturel. Et bien dans tout cela, soit ce qui concerne l'art, soit ce qui concerne la nature, il est évident que dans la nature, une chose est en vue d'une autre, et quand une chose est en vue d'une autre, ça veut dire qu'il y a des choses antérieures et des choses postérieures. Alors l'art, qui est la méthode humaine d'opérer les choses, Aristote dit que l'art humain imite toujours la nature. L'art imite la nature. Parce que l'art produit certaines choses que la nature ne peut pas produire. La nature ne produira jamais une maison. Mais dans la construction de la maison, l'art humain va imiter ce que la nature fait. D'où, si ce qui vient de l'art est produit en vue d'une fin, il est évident que ce que produit la nature est aussi en vue d'une fin. Et cela apparaît de façon plus évidente chez les animaux. Les animaux n'agissent ni par l'art humain, parce qu'ils n'ont pas la raison, ni par la recherche, ni par la délibération, qui sont des œuvres de la raison. Et cependant, il est évident que leurs opérations sont en vue d'une fin, d'un certain but. C'est en raison de cela que certains philosophes se sont demandé si l'araignée, la fourmi, ou l'hirondelle, ou d'autres animaux du même style, n'agissaient pas par intelligence, tellement leurs opérations sont complexes et en vue d'une fin déterminée. Mais si l'on regarde leurs opérations, il est évident que ces animaux n'opèrent pas par intelligence, mais par pure nature, c'est-à-dire par instinct, que la nature a déposé en eux, parce qu'ils agissent toujours de la même façon. L'hirondelle fait toujours son nid de la même manière. Et plus que ça, c'est moi qui rajoute, au même endroit, hein. Enfin, évidemment que s'il y a des circonstances qui l'empêchent, elle va être obligée de changer d'endroit. Mais en général, les hirondelles reviennent toujours au même endroit. L'araignée, pareil, hein, enfin, pour toutes les femmes qui ont l'habitude de faire le ménage, hein, elles savent très bien que vous pouvez enlever la toile d'araignée, heu, au de multiples fois, l'araignée reviendra toujours refaire sa toile au même endroit, et cetera, et cetera. Et pourtant, dans ces animaux, il n'y a aucune intelligence.
parce qu'elle fait les choses toujours de la même façon. Tandis que l'artisan, lui, ou l'architecte, ne construit pas toujours une maison de la même façon, de la même manière. Parce que lui, c'est un être humain intelligent, il juge de la forme de l'édifice et il peut la varier. Avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions? Je ne veux pas aller trop vite. Si quelqu'un veut te poser une question, s'il y a quelque chose qui est pas clair, ça va? Bon, on continue. Donc après avoir montré que l'art imite la nature, donc l'art comme la nature agit en vue d'une fin, Aristote va répondre à une objection qui dit: «Oui, vous dites que, toute chose, agit en vue d'une fin, sauf qu'il y a des fois où, on a des résultats absolument, en dehors de toute fin, en dehors de toute prévision, qui n'étaient pas du tout voulus, qui n'étaient pas du tout prévus, qui n'étaient pas du tout organisés». Ce sont ce qu'Aristote appelle les monstres. Les monstres, ce sont tous les êtres qui sont en dehors de la fin. Alors, il y a des degrés dans la monstruosité, mais on est monstre à partir du moment où on est quelque chose d'extraordinaire, de pas prévu, de prodigieux, d'exceptionnel. Alors, bien que l'on agisse en vue d'une fin, nous les hommes, êtres intelligents, eh bien, il arrive cependant qu'il y ait quelques défauts dans ce que nous produisons. Par exemple, le médecin qui cherche la santé de son malade peut prescrire un mauvais remède. C'est pas pour ça qu'il n'agit pas en vue d'une fin, sauf qu'il s'est trompé. Il est donc possible qu'il y ait des défauts dans les œuvres de la nature, bien que la nature agisse en vue d'une fin. De la même façon, dans l'art humain, pour ce qui arrive en vue d'une fin, certaines œuvres faites par l'art sont produites correctement. D'autres, où l'artisan s'est trompé, ne dépendent pas de l'art de l'agent. Dans ces œuvres se trouve le défaut. Et pourtant, l'agent qui a agi, lui, a bien agi en vue d'une fin. Car si l'art n'agissait pas pour une fin déterminée, l'art pourrait faire n'importe quoi s'il n'y avait pas de fin. Tout ce qui arriverait serait bien, puisque aucune fin n'est recherchée. Et il n'y aurait donc jamais d'œuvre défectueuse, parce que l'opération de l'artisan pourrait être jugée pareillement, quoi qu'elle produisît. Le fait qu'on considère que la fin est ratée, ou qu'il y a un défaut, c'est par rapport à une norme. Et cette norme, c'est justement la fin recherchée. C'est le but. S'il n'y a pas de but, il n'y a pas de défaut. S'il n'y a pas de but, il n'y a pas de monstre. S'il n'y a pas de but, toutes les fins sont bonnes. Il en va de même dans les choses naturelles, dans lesquelles les monstres sont comme des défauts de la nature en tant qu'elle est agent en vue d'une fin et du fait que l'opération droite de la nature fait défaut. Bon, un enfant avec 6 doigts, c'est un monstre, au sens où la fin déterminée n'est pas atteinte. Mais s'il n'y a pas de fin, s'il n'y a pas une forme achevée que l'on doit atteindre, ben, que l'enfant ait 6 doigts ou 7 doigts ou 4 doigts ou peu importe, puisqu'il n'y a pas de fin. Donc tous les tous les résultats sont bons. Vous voyez le raisonnement?
tous ces défauts qui arrivent dans la nature sont le signe que la nature agit bien en vue d'une fin. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va arrêter là. Je pense que c'est pas la peine d'aller trop loin et ni d'aller trop vite. Il n'y a pas de questions. Eh bien, je vous dis donc à lundi prochain. Oui, Bonsoir, monsieur je vous l'abbé. écoute. Oui, Alors attendez, excusez-moi, vous m'entendez bien? très bien. Oui. Donc oui, j'avais juste une question, par rapport, plutôt aux autres, conférences que vous avez fait par ailleurs, donc par rapport au hasard, la fortune et la, mince, le mot m'échappe. Il y avait C'est le ça, le hasard, la hasard for ou la fortune, c'est les 2 possibilités. oui, voilà, c'est ça, et donc il m'était venu un exemple, c'est celui des galets qu'on peut trouver sur certaines plages. Les galets, ils sont produits, par, des causes qui ont, enfin, vous me direz, hein, mais qui ont l'air a priori, hasardeuses, dans le sens où c'est des entrechocs, de milliers bah, des vagues qui font entrechoquer des milliers de pierres entre elles, pendant longtemps, qui produisent, une forme, comment dire? Pas parfaite, mais enfin, une jolie forme à un caillou. Et par rapport au hasard, enfin, comment vous l'analysez-vous, hem, dans cet exemple-là? Bah, écoutez, justement, dans cet exemple-là, il n'y a pas de hasard. Mmh Il mh. y a des causes déterminées, qui sont les vagues. Ça, c'est parfaitement, déterminé. Il y a, Mmh. des cailloux qui sont des minéraux et qui sont là, si vous voulez, dans ce milieu de la mer qui est sans cesse en mouvement Mmh. et donc le Oui, hasard, c'est OK. c'est ce qui arrive de temps en temps, qui est pas prévu, tandis que là, ce qui arrive toujours ou fréquemment, qui est, donc le signe de l'action naturelle, ce qui arrive toujours et fréquemment, c'est que justement ces cailloux soient, entrechoqués par, je dirais le flux et le reflux des vagues. Mmh. Donc il y a absolument aucun hasard là-dedans. Oui, Il y d'accord. a un mouvement naturel des vagues qui provoque, si vous voulez, la formation, enfin si vous qui provoque déjà la forme des galets. OK. Mmh. Ouais, d'accord, je vois. Oui, parce que enfin, je pense que j'ai pas totalement encore saisi, les notions de hasard et tout, enfin, oui, la notion de hasard au sens aristotélicien, parce que, comme on a une notion du hasard, dans le langage, commun, qui est, assez vague, j'ai tendance à confondre, parce que pour moi le hasard, enfin, je veux dire, pour moi, dans cet exemple des galets, c'était, le hasard de comment dire? Le hasard de la forme, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a l'impression qu'il y a une forme de hasard, mais je comprends qu'il y en ait pas. Je vois ce que vous voulez dire. Ouais, Mais votre ouais. question est extrêmement pertinente et tout à fait intéressante et va pouvoir éclairer même les autres. Parce que justement, c'est revenir sur cette notion que ce qui définit le hasard, c'est ce qui arrive très rarement. Mmh. Ouais. Ça, c'est Si ça contre-intuitif, arrive très toujours, contre-intuitif. voilà, si ça arrive toujours, c'est-à-dire que le flux et le reflux, donc des marées, arrivent tous les jours, même si l'horaire change, hein, mais la mer arrive Mmh. tous les jours, elle se retire tous les jours, il n'y a absolument aucun hasard là-dedans. Mmh. Oui. Ouais, je vois. Mais ça mérite de réécouter, je réécouterai les conférences, On est bien heu, d'accord. Et c'est à force de reprendre, si vous voulez, les anciens exposés, quand on a
découvert les nouveaux et qu'on fait les liens entre les choses, qu'on comprend mieux et qu'on approfondit. Mmh. Ouais. Vous voyez, dans l'exemple que j'avais donné dans l'exposé, quand vous prenez votre voiture, que vous mettez la clé dans le contact, vous démarrez et vous commencez à rouler. Est-ce qu'il y a du hasard là-dedans? Absolument Non, pas. ouais. Tout est parfaitement déterminé et vous savez où vous voulez aller, vous connaissez votre itinéraire, vous prenez la bonne route pour atteindre la bonne ville ou le bon village. L'autre personne a fait exactement la même chose que vous. Elle est montée dans sa voiture, elle a mis la clé de contact, elle a démarré dans une direction bien précise, elle sait où elle veut aller, elle prend la route qui va au village ou à la ville où elle veut aller. Il n'y a aucun hasard là-dedans. Sauf que, à un moment donné, les deux conducteurs vont se rencontrer, ils n'étaient pas prévus, ils vont se rencontrer et ils vont se rentrer dedans. C'est ça le hasard. Mais Mmh. le hasard n'est ni du côté de la voiture A, ni du côté de la voiture B, elle est dans la rencontre des deux qui n'était pas prévue. Mmh. Oui, je vois. Et un autre, exemple qui m'est venu par rapport enfin, qui ressemble un peu à celui des galets, c'est, dans le ciel, dans les dans le quand on regarde les nuages, se mouvoir dans le ciel, on voit apparaître parfois certaines formes qui peuvent, Oui, nous faire penser, à un visage ou bien à quoi que ce soit d'autre, une oui. girafe, que sais-je et puis on se dit: «Oh, c'est rigolo, ça me fait penser à telle chose». Est-ce que c'est un hasard, du coup? Est-ce que ça, par exemple, ce serait un exemple de hasard, Ah oui, là par contre, c'est un hasard parce que ça n'arrive que très rarement. Ouais, oui, ouais. Et il arrive que effectivement, de temps en temps, il y a un nuage qui ressemble à quelque chose. Mais c'est pas du tout quelque tous les jours, vous n'avez pas un nuage qui prend une forme particulière. Bah, ça dépend. Après c'est toute la enfin, chacun en regardant, les nuages Non, pourra, non, 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 là je juger. vous arrête. Vous n'avez pas un nuage en forme de girafe tous les matins Oui, non, devant votre non, non. fenêtre, c'est pas vrai Non, ça ça. c'est On est d'accord. non, non, bien sûr. Oui, oui. Donc ça arrive de temps en temps et ça c'est du hasard. Ouais, d'accord. OK, je vois. OK, bah, je vais travailler la notion Très bien. et j'avais une autre question, enfin, j'espère qu'il est pas trop tard, Non, non, heu, allez-y, il y a pas de souci, hein. c'est par rapport alors, comment ça s'appelle? Aux expériences de pensée. C'est, en philosophie un terme on entend parfois, qui est utilisé par les philosophes, qui sont de l'autre bord, on va dire, Oui, oui, de toutes sortes et j'ai du mal à savoir, ce qui, manifestement, il y a tout un tas d'expériences de pensée qui sont des comment dire? Des élucubrations, oui, et puis il y en a d'autres qui semblent utiles et j'arrive pas à trouver la distinction de l'utile et de l'élucubration entre, si je peux donner un exemple d'expérience de pensée, l'âne de Buridan, c'est complètement, absurde comme expérience, enfin ça n'a aucune réalité, dans le monde concret. Si on mettait un âne devant, une carotte et un verre d'eau, et qu'il ait également soif et faim, à cet instant-là, évidemment qu'il finirait par choisir l'un ou l'autre instantanément. oui, Mais on tire des conclusions des expériences de pensée qui sont des expériences fausses et on tire des conclusions fausses. Donc ça, c'est un truc que je pense avoir compris, vous me direz et en il y a d'autres expériences de pensée, comme une de Aristote justement, qui s'interroge sur, une corde, dont, toute la longueur serait également, de manière parfaitement égale, en résistance oui, et qui il s'interroge sur l'endroit justement où dans lequel, pardon, à l'endroit duquel, elle romprait si, oui. on tirait, vous connaissez peut-être, Non, je connais pas cet exemple, mais mais j'avais lu ça quelque part, oui, et donc voilà, je voulais voir votre avis, sur, l'expérience de pensée et ah oui, une d'autres expériences de pensée, comme,
comment je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais le fait d'imaginer simplement dans son cerveau, enfin imaginer, plutôt reproduire dans son cerveau quelque chose de réel comme Oui, la chute d'une pomme, admettons, d'un arbre, donc on imagine cette chute, c'est parfaitement réaliste, mais ça reste une expérience de pensée au sens où ça n'a pas réellement eu lieu et oui. on peut tirer des conclusions de cette expérience de pensée, enfin, vous me direz relativement, mais voilà, vous avez c'est pas forcément énoncé de manière très claire ma question, mais je suis sûr que vous aurez compris. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport aux expériences de pensée? Ben, si manifestement, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes expériences de pensée et de mauvaises, mais j'ai du mal à savoir, dans l'absolu, quel est le critère qui permet de déterminer, les bonnes des mauvaises? Parce que, si je Elles comprends sont bien toutes le mauvaises, mmh elles sont d'accord? toutes mauvaises, d'accord. Oui. Et elles portent déjà rien que le nom, vous Mmh. voyez, c'est un oxymore. Oui, oui, Si oui, c'est c'est la ce que je pensée, m'étais c'est dit. pas une expérience. Mmh. L'expérience est forcément physique. L'expérience est forcément matérielle. Mmh. Sinon, c'est pas une expérience, Oui, oui. Mmh. c'est une hypothèse. Faut pas confondre une hypothèse et une expérience. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois. Oui. C'est tout le problème, si vous voulez, que, j'ai posé dans la première leçon sur l'introduction générale à la philosophie. Notre démarche à la suite d'Aristote et de saint Thomas est une démarche réaliste. Nous sommes des Mmh. philosophes réalistes. C'est-à-dire que ce qui compte, ce qui prime, ce qui est supérieur à nous et auquel nous nous soumettons, c'est toujours le réel. Et vous me parlez d'imagination. Parce Mmh. que qu'est-ce que c'est que vos expériences de pensée? Ce sont des imaginations Mmh. qui n'existent pas. Oui. Donc ça n'a aucun intérêt. Oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le réel. Ouais, oui. OK. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Vous savez, ce qui est génial avec Aristote, si vous voulez, c'est que, hem, il utilise un langage précis, extrêmement précis d'adulte pour décrire l'expérience des enfants. Et si vous ne redevenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Faut jamais oublier ça. Mmh. Parce que ça, vos histoires là d'expériences de pensée, c'est des trucs d'adultes ça, c'est Mmh. complètement tordu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Mmh. Alors que la force d'Aristote, c'est de s'appuyer toujours sur le réel et justement, ça sera la leçon l'exposé de lundi prochain. Nous verrons comment, en observant la réalité et le changement de la réalité, il va construire toute sa logique. Donc la logique, c'est les lois de notre pensée. Et les lois de notre pensée, elles viennent d'où? De l'observation des changements de la réalité. Mmh. Mais ce que je comprends pas, enfin, ce que j'ai du mal à saisir, c'est le fait que en tant que philosophe, je veux dire l'exercice auquel on se prête en réfléchissant, si je dis en tant que Oui. philosophe, on ne fait que réfléchir, on n'expérimente pas, par exemple, le fait, bah, je sais pas, les oiseaux qui font leur nid, heu, on alors si, on peut l'avoir expérimenté dans le sens où on l'a vu et on le reproduit dans son esprit, par enfin, dans le sens de enfin, comment dire ça? Ça Non, on ressemble à une imite. expérience de pensée. Non, on imite la façon, dont les hirondelles font leur nid, dont les plantes,
pousse, oui, tout ce qu'on voit dans la nature, on limite. On fait pas des expériences. Mmh. On fait comme eux. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes principes, les mêmes processus. On commence pas par construire la charpente. On creuse des fondations. C'est pas une expérience de pensée, ça, simplement, on regarde comment ils font et on fait la même chose. Mmh. Ouais, c'est peut-être, oui, enfin, c'est pas les termes expérience de pensée, quoi, on fait pas vraiment l'expérience. Non, Mmh. OK. non, heu, après la pensée, si vous voulez, c'est qu'on va raisonner, on va construire des raisonnements à partir de ce qu'on a vu, mais on n'est plus du tout dans l'expérience, on est dans la pensée. Mmh. Donc on est dans les degrés d'abstraction. Alors c'est pour ça que c'est vrai que là, quand on discute, eh bien évidemment, on est obligé d'aborder, tout un tas de domaines de la philosophie qu'on n'a pas encore abordés, mais tout ce que nous disons là présuppose que nous connaissions le fonctionnement de l'âme humaine qui va justement, abstraire des choses qu'on voit, des expériences qu'on a concrètes, physiques. On va abstraire les natures, on va abstraire les concepts et on va pouvoir ensuite faire des jugements et des raisonnements à partir de ça. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'expérience, ça. Ça, c'est la pensée humaine. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. OK. Ouais. Et ça, on verra ça quand on abordera la psychologie. La psychologie qui est la science de l'âme humaine. Donc tout ce qui est de l'ordre de la pensée, si vous voulez, des raisonnements et cetera, on n'est plus dans le domaine concret, on n'est plus dans le domaine, physique. Mmh. OK. Voilà la façon Très, la très plus bien. précise que je puisse, vous expliquer les choses. Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y Merci a d'autres beaucoup, monsieur l'abbé. questions? Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voyez que c'est utile parfois de revenir sur des choses que vous n'avez pas compris. Mmh. Non? Bon, bah, écoutez, je vous dis bonsoir et à lundi prochain.